Bonjour, je m'appelle Julia Vaillant, je suis économiste à la Banque mondiale au laboratoire d'innovation pour l'égalité des sexes en Afrique. Bienvenue dans ce cours consacré à l'approche genre dans le développement en Afrique. Plusieurs des grandes questions de développement en Afrique sont directement liées à la question du genre. Premièrement, les questions liées à la population et en particulier à l'accomplissement de la transition démographique. Pour que la transition démographique ait lieu, il faut qu'après la chute de la mortalité, une réduction de la fertilité se passe et la condition pour cette réduction de la fertilité, c'est que les femmes travaillent. La réduction de la fertilité, c'est un des plus grands défis des pays d'Afrique les plus pauvres aujourd'hui. En effet, la moitié de la population d'Afrique subsaharienne est actuellement âgée de moins de 25 ans en raison justement de la chute de la mortalité infantile. Et d'après certaines estimations, on pourrait voir 11 millions de jeunes entrer le marché du travail en Afrique subsaharienne chaque année pour les 10 prochaines années. Pour profiter de cet afflux de jeunes sur le marché du travail, il faut que la fertilité baisse, ce qui permet de renverser le ratio des actifs sur les inactifs. On appelle ça le dividende démographique et c'est un des leviers principaux de la croissance. Mais la condition pour baisser la fertilité, c'est que les femmes travaillent. Quand les femmes travaillent, elles ont moins d'enfants, mais elles ont aussi plus de pouvoir décisionnel sur l'investissement dans l'éducation et la santé de leurs enfants. Quand les femmes se marient précocement, elles restent à la maison et travaillent moins. En parlant d'emploi, la situation du chômage et du sous-emploi des jeunes en Afrique subsaharienne est particulièrement préoccupante. En l'absence d'opportunités d'emploi formelles ou salariés, la majorité des travailleurs actuellement sont auto-employés. Et cela concerne également les femmes. Hors agriculture, 50% des femmes travaillent à leur propre compte, un chiffre qui est plus élevé que les hommes. Mais les entreprises dirigées par des femmes ont des profits plus faibles. Ainsi, soutenir l'entrepreneuriat, c'est une question cruciale pour l'Afrique subsaharienne actuellement, et en particulier soutenir l'entrepreneuriat des femmes, car elles ont des contraintes spécifiques. Un autre défi pour le continent africain, c'est l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Celle-ci reste en effet faible et bien en dessous de son potentiel. Pourquoi est-ce une question de genre ? Eh bien, au-delà du simple fait que les femmes travaillent dans les champs et consomment le produit de la culture, quand les femmes travaillent sur des parcelles, elles ont généralement des rendements plus faibles que les hommes. Mais elles ne sont pas moins bonnes cultivatrices. En réalité, elles ont moins accès aux intrants, aux facteurs de production et aux équipements que les hommes. Et d'après certaines estimations, si les femmes avaient un accès égal aux moyens de production que les hommes, entre 100 et 150 millions de personnes dans le monde pourraient échapper à la faim. Il y a des programmes et des interventions qui marchent. La situation n'est pas immuable. À travers 3 exemples concrets, voyons quels sont les obstacles à la réussite économique des femmes et comment des programmes bien conçus peuvent les aider à surmonter ces obstacles. Premier exemple, je vais vous parler des droits de propriété au Rwanda. Les femmes ont traditionnellement des droits de propriété sur les terres plus faibles que les hommes. Cela est dû à la fois au cadre légal formel, mais aussi au droit coutumier, qui fait qu'elles héritent moins souvent des terres que les hommes. Cela signifie que les femmes travaillent sur des parcelles dont elles ne sont pas formellement propriétaires ou sur lesquelles elles ne peuvent pas affirmer un droit de propriété. Et cela est un obstacle à la réussite économique de ces femmes. Pourquoi ? Parce que quand il y a une insécurité foncière, l'investissement sur les terres baisse. En effet, pourquoi investir dans un système d'irrigation ou une mise en jachère si le risque d'expropriation est élevé ? Ainsi, la sécurisation foncière est directement une question de genre. Elle peut avoir un impact sur l'investissement et sur la production et productivité agricole. Pour améliorer le niveau d'investissement sur les terres, sécuriser les droits fonciers semble donc une voie prometteuse. Au Rwanda, un pilote de certification foncière a été évalué. On trouve que les ménages qui ont bénéficié de la certification foncière voient leur investissement sur les terres augmenter de 10 points de pourcentage. Mais pour les femmes chefs de ménage, l'impact est doublé.
Ainsi, la faible sécurisation des titres fonciers constituait un obstacle à l'investissement sur les terres de ces femmes chefs de ménage. Une fois cet obstacle surmonté, l'investissement sur les terres peut augmenter. Ce programme a ensuite été étendu au reste du pays, c'est-à-dire à tout le Rwanda, avec quelques adaptations. Deuxième exemple, une intervention innovante pour les entrepreneurs au Togo. Les femmes constituent la moitié des entrepreneurs africains, mais les profits des entreprises qu'elles dirigent sont généralement plus faibles. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles manquent de temps. Les femmes consacrent bien plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et à s'occuper des enfants. De plus, elles ont un plus faible accès au capital. En effet, comme on vient de le voir, elles héritent moins souvent des terres. Elles ont donc moins de collatéral sur lesquels garantir un emprunt qui leur permettrait de démarrer une activité génératrice de revenus. Et enfin, souvent, elles ont un niveau d'éducation moins élevé, car les jeunes filles quittent souvent l'école plus tôt que les jeunes hommes. Mais au-delà de ces compétences-là acquises à l'école, il y a une toute autre catégorie de compétences qui comptent sur le marché du travail. On les appelle les compétences socio-émotionnelles. On les appelle aussi compétences de vie ou compétences non cognitives. Par exemple, la confiance en soi ou les compétences en communication. Quand on fait face à de nombreux obstacles et contraintes, les compétences socio-économiques comptent plus. Sur le marché du travail, entre deux personnes qui ont des compétences techniques égales, ce sont les compétences socio-émotionnelles qui vont faire la différence. Ainsi, on peut penser que développer les compétences socio-émotionnelles des femmes entrepreneurs peut leur permettre de surmonter certaines de ces contraintes à leur réussite. Un tel programme a été mis en œuvre au Togo. C'est le programme la formation en initiative personnelle pour les entrepreneurs. Les programmes de formation pour les entrepreneurs traditionnels se concentrent sur des éléments du type petite gestion d'entreprise, comptabilité ou présentation des différents types de prêts bancaires. Mais ce type de formation, traditionnellement, n'a pas montré une grande efficacité, en particulier auprès des femmes. Pourquoi ? Peut-être que l'ingrédient manquant, c'est l'esprit d'entreprise. Eh bien justement, ce programme en initiative personnelle cherche justement à développer cet esprit d'initiative. Il cherche à développer l'esprit d'initiative, par exemple, trouver d'autres sources de financement que les banques. Il cherche aussi à développer la capacité d'anticipation et la persévérance pour que les entrepreneurs sachent développer un plan alternatif, par exemple, en cas de difficultés financières. Alors, ce programme a été évalué et il fonctionne très bien. Et il fonctionne particulièrement bien pour les femmes qui ont vu leur profit augmenter de 40% quand elles ont suivi ce programme de formation par rapport à celles qui ont suivi l'approche traditionnelle qui n'ont vu une augmentation de leur profit que de 5%. Maintenant, cette approche en initiative personnelle est reprise dans de nombreux pays, au Mexique, en Jamaïque, à Madagascar, en Mauritanie et j'en passe. Voilà donc un exemple de programme qui marche particulièrement bien pour les femmes et qui montre qu'en surmontant les obstacles spécifiques à la réussite des femmes, on peut obtenir des résultats et que la recherche permet ensuite à d'autres pays d'adopter des interventions qui marchent. Finalement, mon troisième exemple concerne un programme pour les adolescentes en Ouganda. Quand on parle du genre, il faut également prendre en compte les différents stades de la vie, et en particulier l'adolescence. Parce que c'est à l'adolescence qu'un certain nombre de décisions clés qui vont avoir un impact sur tout le reste de la vie sont prises. Il s'agit de la poursuite de l'éducation, du choix d'une carrière professionnelle et de la santé sexuelle et reproductive. Une grossesse précoce ou un mariage précoce, par exemple, va avoir un impact durable sur la trajectoire économique des femmes. Après avoir eu une grossesse à l'adolescence, il est extrêmement difficile de revenir à un emploi durable, stable et productif. Souvenez-vous, je parlais initialement de la question de la transition démographique et de la nécessité de réduire la fertilité pour permettre aux pays africains de profiter de cette population jeune qui entre actuellement sur le marché du travail. Eh bien, il existe des programmes pour les adolescentes qui ont pour objectif
à la fois de réduire la fertilité et de faciliter l'accès au marché du travail des adolescentes. Un tel programme a été mis en œuvre en Ouganda, le programme Autonomisation et moyens d'existence pour les adolescentes. Ce programme propose des clubs pour les adolescentes ou espaces sûrs qui sont organisés au niveau des villages. Dans ces espaces sûrs, les adolescentes bénéficient d'une mentor qui leur dispense des formations à la vie active avec un accent sur les formations en santé de la reproduction. De plus, ces jeunes femmes ont accès à des formations techniques courtes, axées sur les activités productives sur le marché local et qui ont pour but d'améliorer leur capacité à démarrer une activité génératrice de revenus. Ce programme a permis d'accroître les revenus et dépenses des jeunes filles, a permis de réduire de 35% les grossesses précoces et de 30% les rapports sexuels contre leur gré. Des programmes similaires pour les adolescentes qui combinent un certain nombre de composantes simultanément comme celui-ci ont été mis en œuvre dans d'autres pays, par exemple au Libéria ou au Sud-Soudan, avec également des impacts significatifs sur la vie de ces jeunes femmes. On voit donc que, bien conçues, les interventions peuvent avoir des impacts significatifs sur la vie des jeunes filles, mais aussi contribuer à surmonter un des obstacles au décollement économique de certains pays africains. Les femmes représentent la moitié de la force de travail potentielle d'un pays. Augmenter la productivité des femmes, c'est augmenter la productivité de toute l'économie. Mais les femmes font face à des contraintes spécifiques à la fois visibles et invisibles. On a vu que ces obstacles peuvent être surmontés. Les programmes marchent quand ils sont conçus pour contourner ou surmonter des obstacles spécifiques qui limitent les opportunités des populations ciblées. Quand vous voyez un programme présenté par un gouvernement, un bailleur de fonds ou une ONG, demandez-vous, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il a bénéficié à tous et à toutes de façon égale ? Demandez-vous aussi si les résultats ont été rigoureusement mesurés. Les meilleurs programmes sont ceux qui utilisent des résultats rigoureux obtenus auparavant dans d'autres contextes ou après un pilote. Il faut interroger les faits derrière un programme. Est-ce que le gouvernement sait qu'un programme marche avant de le mettre en œuvre ou copie simplement ce qui se fait ailleurs ? Est-ce que le diagnostic initial du problème a été fait de façon rigoureuse ? Finalement, gardez à l'esprit que l'approche genre, ce n'est pas seulement une question pour les femmes ou une question d'éducation. L'approche genre est transversale et concerne tous les domaines de l'économie et tous les ministères. Le ministère de l'Éducation, de l'économie, de l'industrie, du travail ou de l'agriculture. On a vu que la question du genre était clé dans les grandes problématiques du développement en Afrique. Des inégalités existent, mais les obstacles peuvent être surmontés avec des programmes bien conçus. Merci pour votre attention. C'est tout pour ce cours sur le genre et le développement en Afrique.